Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h, merci de votre fidélité. Ce soir, nous serons accompagnés de Mohamed Mouandji, deuxième adjoint au maire, chargé de l'aménagement du territoire, du logement et du déplacement. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité. Ce sera juste après les titres de votre journal préparé par Camille Leca. Le terre-plein de Mtsapéré est envahi par des implantations illégales, des abris de fortune qui provoquent la colère des riverains. On en parle dans ce journal. Et nous reviendrons aussi sur le virus Ebola. Alors que les inquiétudes grandissent sur l'île, la préfecture, le CHM et l'ARS se veulent rassurants. Pour eux, le risque de voir le virus arriver sur notre île est faible. Grande nouvelle pour les automobilistes, le premier distributeur automatique de carburant a été inauguré à Majicavo. Nous vous expliquerons ce que cela va changer dans la vie des Mahorais. Vous l'avez sûrement remarqué en roulant sur la rocade de Mtsapéré, des constructions précaires ont envahi le terre-plein depuis quelques jours. Tout ceci est illégal, pourtant les autorités ne prennent toujours pas le problème à bras-le-corps. Les explications de Camille Leca et Abbas Saliti. Des enclos de fortune, des containers, des palissades en tôle, voilà à quoi ressemble le terre-plein de Mtsapéré aujourd'hui. Il est devenu un nouveau repère pour les implantations illégales. Une situation inquiétante pour l'un des conseillers municipaux de la mairie de Mamoudzou. Ça se fait aux yeux de l'État, parce que c'est là où l'ADL, qui sont chargés aussi du logement dans ce territoire, ça se fait surtout dans un espace où les véhicules passent. C'est extrêmement dangereux, nous le voyons au quotidien, des enfants qui traversent. Maintenant, vous me dites qu'il y a des bœufs qui sont en train d'être élevés, il y a des clôtures qui sont en train de se faire. Je pense qu'on ne peut pas laisser ces genres de choses se faire sous les yeux de l'État, de la commune. Mais au-delà des dangers liés à la circulation sur la rocade, le conseiller dénonce aussi les risques sanitaires. Là, il y a en plus de ces bangas-là, c'est toute la santé qui est en jeu, parce qu'on sait que c'est des poubelles qui vont se proliférer, c'est des déchets qui vont s'entasser, donc c'est pas normal qu'on continue à laisser faire ces genres de choses. Donc moi j'invite les autorités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la situation se rétablisse au plus vite. Le terrain appartient à la mairie de Mamoudzou et à l'État. Ils sont donc tous les deux responsables de ce qui s'y passe. Mais à ce jour, rien n'a été fait pour réhabiliter les lieux et empêcher que la situation ne dégénère. Mohamed Mouandji, on va réagir tout de suite sur ces images que nous venons de voir, des constructions qui sont apparues il y a quelques jours et qui, pour le moment, sont toujours là. Oui, bonsoir. D'abord, il faut rappeler qu'il s'agit d'un mur en tôle dégueulasse, parce que quand on passe sur la rocade, on voit effectivement que ça ne devait pas être là. Donc la décision a été prise par la municipalité de dégager ce mur. Il y a aussi des conteneurs, on les a oui, vus sur... Les conteneurs, c'est de l'autre côté, du côté de la halle des pêcheurs. Parce que là, sur ce mur en tôle, ou cette clôture, plus précisément en tôle, nous avions l'habitude dans le passé de voir un champ de maïs, un champ de manioc. Et bon, là, nous avons décidé au niveau de la nouvelle municipalité d'agir. Et donc, ça sera dégagé. Au niveau des conteneurs, on va mettre de l'ordre, parce qu'il n'y a pas que des conteneurs, il y a aussi des graviers par-ci, du sable par-là. C'est un petit peu le désordre. Donc, en tout cas, l'objectif de l'actuelle municipalité, c'est de mettre un peu d'ordre à Mamoudzou, que tous ceux qui y vivent, qui passent ou qui viennent habiter, sachent qu'il y a de l'autorité. Et cette autorité-là se fera savoir par le droit. Donc nous allons agir, nous agissons déjà, nous allons agir le plus fermement possible. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la sécurité ? On en a déjà parlé il y a quelques semaines de cela, avec tous ces enfants qui circulent autour de cette rocade. C'est également de la responsabilité de la mairie, pas que, de l'État également. Aujourd'hui, il y a cette problématique au-delà donc, de ces constructions. Il y a également cette question de sécurité autour de cette rocade de Mtsapéré. Donc d'abord, il faut rappeler que le remblai a été réalisé à l'époque, non pas pour construire, pour y habiter, mais pour faire une déviation. Seule l'ADL y est implantée dessus.
Après, il y a effectivement le marché de poissons. On n'a jamais vu cela, effectivement, une rocade à côté d'un grand village comme Mtsapéré où il n'y a pas l'accès à la mer. Moi, je suis natif de Mtsapéré, j'avais l'habitude de jouer au foot, même si j'étais mauvais, dessus, et on se baignait à la plage. Aujourd'hui, on a décalé un peu par le remblai et on n'a pas prévu, justement, on n'a pas anticipé ou on a réalisé une voie de contournement sans tenir compte des habitudes de la population. C'est ce que nous regrettons. Donc, dans notre projet d'aménagement futur de la commune, nous prévoyons en lien notamment avec l'État, de récupérer, d'investir ces lieux pour qu'on puisse revenir à l'ancienne, c'est-à-dire permettre à ce que les gens puissent aller se promener, puissent se baigner en revoyant un petit peu l'affectation des lieux. Et le calendrier, est-ce qu'il est déjà établi? On sait combien de temps ça va prendre exactement? Non, il n'y a pas de calendrier établi de suite parce que d'abord au niveau du remblai, il y a une convention de cession qui sera signée bientôt entre l'État et le maire de Mamoudzou pour que enfin la commune s'approprie le terrain. Ensuite, il y a des travaux derrière qui sont prévus. Il faut revoir le programme du terre-plein de Mtsapéré. Il faut revoir la question du remblai qui doit être rehaussé de 3,70 m. Il faut revoir la question de l'hydraulique parce que sinon on va inonder les bas de Mtsapéré. Donc c'est tout un programme. Donc là, ce qui nous importe aujourd'hui sur ce terre-plein, c'est de faire le choix d'un aménageur. Ça se fera rapidement. Je pense que d'ici la fin de l'année, on pourra délibérer pour choisir cet aménageur et pour aller beaucoup plus loin encore et accélérer le programme du terre-plein. Mais en tout cas, cette question de la sécurité, nous en tenons compte, elle nous préoccupe parce que je vois des gamins qui traversent la route, qui vont du côté de la mer et c'est très dangereux. Et pour eux, et pour les usagers de la route. On va en parler de l'aménagement un peu plus tard dans ce journal, mais on en vient d'abord à cette conférence qui a eu lieu ce matin. Même si le Nigeria et le Sénégal ont réussi à contenir le risque épidémique, le virus Ebola sévit toujours dans une partie de l'Afrique de l'Ouest face aux inquiétudes concernant son arrivée sur notre département. Le préfet Semour Morsi a convoqué la presse ce matin à l'agence régionale de santé entourée de personnel du CHM et de l'ARS Océan Indien. Il fait le point sur la situation. Selon eux, le risque existe, mais il est très faible. Les explications de Camille Leca. Être atteint d'une fièvre supérieure ou égale à 38 degrés et avoir voyagé au Sierra Leone, en Guinée ou au Libéria depuis moins de 21 jours, voilà les deux facteurs de risque du virus Ebola. Le CHM et l'ensemble de son personnel les connaissent bien. En cas de suspicion sur une personne, ils sont fin prêts à réagir. Si une personne répond à tous ces critères, à ce moment-là, elle est prise en charge par les équipes spécialisées du CHM dans une pièce adaptée qui permet de se mettre en contact avec les autorités nationales qui, à l'aide d'un questionnaire, permettent de confirmer ou d'infirmer la suspicion de cas d'Ebola. Si la suspicion est confirmée, le relais de prise en charge est organisé en lien avec la Réunion et la métropole. Depuis plusieurs mois, les autorités sanitaires françaises ont pris des mesures de prévention pour lutter contre la propagation du virus, comme la prise de la température des voyageurs à l'arrivée de vols directs venant des pays à risque et la mise en place d'affiches d'information dans tous les ports et aéroports. Et cela semble efficace puisqu'à ce jour, aucun cas n'a été détecté sur le territoire français. Mais ici à Mayotte, la population s'inquiète et c'est notamment à cause des risques liés à l'immigration clandestine, des risques sur lesquels le préfet se veut plutôt rassurant. Quand vous regardez une carte entre l'Afrique de l'Ouest jusqu'à la côte est de l'Afrique, 5000 km, une dizaine de pays à devoir traverser, que ces personnes-là n'ont pas d'avion, que l'incubation qui va, je vous ai dit, de 8 jusqu'à 21 jours, le temps de traverser d'un endroit à un autre, nécessairement dépasse les 21 jours. Ensuite, une fois qu'on est sur la côte, il faudrait aller à Madagascar, de Madagascar jusqu'à Anjouan, d'Anjouan en Kwassa. Matériellement, il n'y a pas de raison. Seul l'aéroport de Roissy accueille des vols en provenance de pays à risque, mais si la probabilité qu'Ebola arrive à Mayotte est très faible, la vigilance reste de mise face à ce virus qui a fait 4 950 morts selon l'OMS. Mohamed, il faut ne pas s'inquiéter de ce risque du virus Ebola à Mayotte. Les autorités ont
on fait ce point aujourd'hui. Pas d'inquiétude pour Mayotte. Selon vous, Moi, je me fie à ce que disent les autorités sanitaires sur l'île. Je pense que c'était une réunion qui a été bien préparée, qui a tenu compte des risques éventuels pour Mayotte. Je ne dirais pas que nous sommes à l'abri, mais je pense que nous ne sommes pas suffisamment exposés. Mais je pense que malgré tout, il vaut mieux prévenir et que nous prenions que nous agissons pour éviter que cette maladie très grave arrive jusqu'à chez nous. Mais je pense que là-dessus, je fais confiance aux autorités habilitées pour cela. Lundi soir, une plaque commémorant la mémoire de Zakia Madi, décédé en 1969, a été dévoilée en présence du préfet, de la mairie de Mamoudzou et du conseil général. Plusieurs animations culturelles ont également été organisées sur la place du comité du tourisme. À Ouangani également, il y a eu un Molida Chengue, la commune dont elle est originaire. Ce matin, nous sommes allés recueillir les réactions des habitants et stupeur, la plaque commémorative avait disparu. Reportage de Shakila Issouf et Fred Souleymane. La première martyre du combat des chatouilleuses est enfin reconnue 45 ans après sa mort. Les mots prononcés par les représentants des différentes administrations sont forts. Le préfet Semour Morsi s'est exprimé sans texte et explique qu'il préfère laisser parler son cœur pour livrer des paroles spontanées. Une soirée de commémoration animée par les chants traditionnels. La soirée s'est terminée au cinéma Alpadio avec la première représentation du spectacle dédié à Zakia Madi, écrit par Alain Kamal Martial, une cérémonie initiée par le Conseil général en collaboration avec la mairie de Mamoudzou et la préfecture. Le fait de reconnaître ceux qui se sont battus, qui ont lutté pour Mayotte d'aujourd'hui, malheureusement, on oublie assez vite. Et c'est très dommage. C'est pour cela que je considère qu'aujourd'hui, cette réhabilitation de Zakia Madi permettra, en tout cas je l'espère, à ce que, à partir de maintenant, l'ensemble des Mahorais puissent ajouter de la valeur ou plutôt valoriser les actions menées par les citoyens de cette île. Tout simplement qu'au niveau de Mayotte, de la population de Mayotte tout entière, on a eu tendance effectivement à oublier un petit peu Madame Zakia Madi. Nous avons pensé qu'effectivement il fallait mettre fin à cette injustice et décorer le mémoire de Madame Zakia Madi comme il se doit. Ce matin, les Mahorais ont découvert que la plaque qui officialisait le nom du marché Zakia Madi avait déjà été décrochée. S'en est suivi un long débat pour enfin laisser exprimer leur mécontentement. Irisi kayastawi irisi mana karsuzwa mana tinya jajapulo mana yoshtu ya tilomba ya he ya kufanywa mba waida kuona ikondo ya jajakadzwa bansafe irisi waskaya rjivya mkamka njivya bonaona mba ipulwa. Que le marché porte le nom de Zakia Madi ou pas, les vendeurs à la sauvette, eux, sont toujours là. La police continue à les déloger, concurrence déloyale oblige, mais les forces de l'ordre n'ont pas de répit puisque aussitôt chassés, les vendeurs reviennent. Mais au-delà de ces problèmes actuels, le combat des chatouilleuses mérite plus de reconnaissance dans l'histoire du 101e département. Plusieurs points à aborder sur ce sujet. Où est passée la plaque de Zakia Madi? Franchement, moi aussi je me le demande. Sérieusement, c'est vraiment inadmissible. Vraiment inadmissible qu'une plaque 24 heures après soit en fait volée, quoi. Mais au-delà de la plaque, moi je considère quand même que c'est une grande figure de l'histoire de Mayotte française. Je rappelle que je suis né en 69, le jour de la disparition de Zakia Madi. Et ce que je regrette vraiment, au-delà de la plaque qui a été volée, c'est que quand je vois les images de sa tombe, qu'on voit cette figure, j'allais dire, délaissée, oubliée, alors qu'au contraire, on devrait valoriser sa mémoire. Parce que le combat qu'elle a mené est un combat juste et jusqu'à sa mort. Donc je pense honnêtement que Mayotte doit beaucoup à Zakia Madi, mais c'est parce que ce qu'on renvoie au-delà de la plaque n'est pas digne de sa notoriété. Pourtant, on va revenir sur ce vol qui a été donc commis 24 heures après l'inauguration du marché. C'est assez révélateur finalement du peu d'importance qu'accordent certaines personnes à la commémoration de cette personnalité. C'est pour cela que j'insiste beaucoup, moi, en ce qui me concerne, à ce que la question de la mémoire... C'est très grave. C'est très grave parce que c'est une question de la mémoire. La mémoire collective, elle est bradée, elle est oubliée, elle est négligée. Je pense que si on avait enseigné suffisamment
qui était Zaki Hamadi. Peut-être que les voleurs, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont maorais ou pas, j'en sais rien. Mais si on avait enseigné suffisamment qui était Zaki Hamadi, le combat qu'elle a mené, le combat pour la France, on avait expliqué ce jour-là, le jour de sa disparition, ce qui s'est passé, je pense qu'on aurait honoré sa mémoire autrement. Mais peut-être qu'il y a des gens aussi qui peut-être ne sont pas d'accord par rapport à ce combat-là de Maître Française. Et par ce geste, ils démontrent aussi qu'ils ne sont pas d'accord. Mais je pense qu'honnêtement, c'est indigne par rapport à cette figure-là historique. Le combat qu'a mené Zaki Hamadi est un combat honorable, un combat qui doit être vraiment valorisé. Et je pense qu'il faut chercher ces personnes-là, il faut les chercher et il faut les traduire devant la justice parce que l'acte est ignoble. Oui, pour le moment, aucune plainte n'a été déposée. D'ailleurs, il n'y a pas de recherche concernant cette plaque. 45 ans après, c'est là où, pour la première fois, on lui rend hommage officiellement, parce qu'il y a déjà eu des hommages de manière plus ou moins officieuse. Là, c'est vraiment en présence du préfet, du conseil général et de la mairie, 45 ans après. Oui, je dis souvent, vaut mieux tard que jamais. Là, il y a une reconnaissance de l'État, du département et de la commune, mais aussi de toute une communauté. Je salue aussi au passage le travail qu'a fait Alain Kamal Martial par rapport au théâtre, par rapport à tout ce qui a été fait autour de Zaki Hamadi. Mais moi, je considère qu'au-delà de Zaki Hamadi, il y a un certain nombre de figures mahoraises qui ont combattu pour Mayotte française ou qui ont combattu pour défendre les intérêts de Mayotte et qui ne sont pas suffisamment valorisées, mises à l'honneur. Je pense que ça devrait nous faire réfléchir. C'est pas seulement une question de plaque. La plaque, c'est bien, ça commémore, ça permet de l'unité nationale. Mais encore une fois, ce sont les actes au quotidien. Chaque année, c'est aussi le tombeau de Zaki Hamadi qui doit être, j'allais dire, traité, valorisé, respecté. C'est aussi autour de Zaki Hamadi, c'est l'histoire de Mayotte qui doit être valorisée. Je pense qu'elle n'est pas suffisamment valorisée. Aéroport Zaki Hamadi au lieu de l'aéroport de Pamandi? Ah ça, je ne rentre pas dans ce débat-là. Mais c'est un débat qui ne doit pas être posé? Je ne sais pas, je n'ai pas d'idée là-dessus. Honnêtement, bon, quel que soit le nom que ça doit porter, il doit y avoir un consensus. J'allais dire du territoire. Il y a des sujets comme ça où il ne faut pas se hasarder parce que ce sont quand même des grandes figures de l'île. Et des monuments comme l'aéroport, comme le port, comme certains bâtiments publics, le marché ou des terrains de foot ou le stade de Cavan ou des gymnases, je pense qu'il faut vraiment réfléchir et dégager un consensus et ne pas faire de la politique politicienne autour de ce genre de choses. Alors en tout cas, Zaki Hamadi mérite d'être commémoré, mais pour l'aéroport, c'est une autre histoire, c'est ce qu'on aura retenu. Autre volet de ce sujet, ce sont les vendeurs à la sauvette. Mohamed Mondji, depuis quelques semaines, les policiers sont vraiment autour de ce marché et font, on a l'impression, toutes les semaines, le même travail, à savoir pour chasser les vendeurs à la sauvette. Oui, en fait, vous avez remarqué, hein, c'est un jeu de chat et la souris, quoi. À chaque fois, les policiers municipaux y vont sur le terrain, pourchassent les vendeurs à la sauvette et ils reviennent à la minute même ou le lendemain. Bon, c'est quoi l'objectif vraiment? Vous savez, Mamoudzou, c'est le chef-lieu, la capitale de Mayotte. Quand vous arrivez de Dzaoudzi, vous sortez de la barge, vous voyez quoi? Des tomates, des salades et des vendeurs partout. Quand vous allez chercher un taxi, vous voyez encore des tomates, des salades, des oignons, etc. C'est un peu le bordel. Et quand vous allez au marché, il y a ceux qui sont à l'intérieur du marché couvert, qui payent leur patente, qui sont en règle, et qui n'ont peut-être pas beaucoup de clients. Et puis il y a ceux qui sont à l'extérieur, qui voient des clients qui ne sont pas en règle et qui ne payent rien. Donc, et puis en même temps, il y a la saleté. Il y a de la saleté. Donc l'idée, c'est quoi? C'est à un moment donné, puisque la police municipale a travaillé, j'allais dire, toute seule, l'idée, la dernière fois, c'était d'y aller de concert avec la police nationale, avec comme objectif, à un moment donné, de dire stop, quoi, stop. Maintenant, il faut mettre de l'ordre, il faut nettoyer le site, il faut à un moment donné respecter les règles établies. Vous voulez vendre, ok, personne ne vous interdit, parce que humainement, c'est toujours difficile de voir des tomates, des salades, des oignons détruits ou embarqués, parce qu'il y a des gens aussi qui ne vivent que de cela ou qui survivent. Mais en même temps, on est dans un pays de droit, il faut respecter le droit, et à Mamoudzou aussi, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est comme l'histoire des tolls sur la rocade, c'est comme l'histoire des gens qui vendent des goula-goula en face de la préfecture. C'est partout comme ça à Mamoudzou, où à un moment donné, on se demande, mais franchement, est-il un pilote de l'avion? Oui. Il y a un pilote de l'avion, oui, il y a une autorité publique et on fait respecter la loi. On ne peut pas venir à Mamoudzou comme si c'était une jungle, faire n'importe quoi, faire ce qu'on veut. Non, ici, à Mamoudzou, il y a une autorité, il y a des responsables et on le fera savoir. Mais en même temps, on ne le fera pas seul. On le fait avec la police nationale, avec l'État, avec tous les partenaires, avec l'objectif de faire comprendre qu'ici,
il y a une municipalité, ici il y a des gens responsables. Est-ce que c'est la bonne méthode? Parce que, comme je le disais, toutes les semaines, ces policiers font exactement le même travail. C'est-à-dire qu'ils viennent, c'est un jeu, mais justement, le jeu, il coûte très cher et à la police municipale, et aux vendeurs, et finalement aux riverains. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais il faut essayer quelque chose. Nous avons cette méthode-là. En même temps, nous avons installé un conteneur, ce qu'on appelle un poste avancé de police municipale, sur place. Il sera bientôt équipé en électricité. Donc sur place, 24 heures sur 24, il y aura des policiers municipaux, matin, midi, soir, sur le terrain. Vous imaginez, vous allez à la BFC et vous traversez des vendeurs d'oignons, de tomates, de bananes pour aller à la BFC. Vous voulez aller prendre un taxi, c'est pareil. Vous voulez aller prendre l'amphidrome. Non, à un moment donné, il faut dire stop. Franchement, effectivement, nous sommes un territoire touristique. Mamoudzou est la porte d'entrée de Mayotte. Mais au-delà, même nous, moi, vous et nous tous, à un moment donné, on est choqués, quoi. À un moment donné, on se dit, bon, ça va, quoi, ça suffit. Donc, c'est peut-être pas la bonne méthode de courir à chaque fois derrière les vendeurs à la sauvette. À un moment donné, on s'installe. On dit, bon, ok, maintenant, ça doit se passer comme cela. Et on prendra le temps qu'il faudra jusqu'à ce que ça soit compris que ici, à Mamoudzou, il faut faire ça, ça et ça. Sinon, ça sera la police ou l'autorité ou les autorités qui viendront sévir derrière. On en reparlera bien évidemment. Et puis, on parle tout de suite d'une autre nouveauté, nouvel aménagement. Cette fois-ci, c'est Total qui s'y colle. C'est une grande première pour Mayotte. Total inauguré aujourd'hui un distributeur automatique de carburant à la station service de Majicavo. Les automobilistes vont ainsi pouvoir s'approvisionner en autonomie toute la nuit à partir de 21h. Une bonne nouvelle qui soulève quand même quelques questions de sécurité. Reportage de Camille Lecaille à Bassaliti. Fini les galères de carburant la nuit pour une bonne partie des habitants de l'île. À partir de ce soir, il sera possible de faire un plein passé 21h, ici, au Total de Majicavo. Les automobilistes qui attendaient ça depuis longtemps sont ravis. C'est une bonne chose pour Mayotte qui est en voie de développement. Donc, parce qu'auparavant, dès que la station Total est fermée, on n'a plus le moyen de se ravitailler en carburant. Donc aujourd'hui, avec les pompes automatiques, c'est une très bonne chose. Ça va nous permettre à nous, législateurs, de pouvoir recharger à des heures tardives, comme le soir, donc de ne pas être pénalisés dans nos déplacements. Simple et fonctionnel, voilà à quoi ressemble le tout premier distributeur automatique de carburant de Mayotte. La responsable de la station nous a expliqué comment ça marche. La nouvelle machine, en fait, ça fonctionne uniquement par carte bancaire. Donc le client introduit la carte bancaire là et la machine va lui demander de mettre le code. Donc tout est écrit sur l'écran qui est là. Le client va mettre le code. Après, la machine va demander quel carburant le client va choisir. Il n'a qu'à appuyer seulement sur l'écran pour choisir gasoil ou essence. Mais si la nouvelle est bonne pour les automobilistes mahorais, certains s'inquiètent de l'insécurité qui pourrait régner aux abords de la station la nuit. Pas de panique selon Total Mayotte qui assure avoir pris les mesures nécessaires. Nous y avons réfléchi en partie en mettant en place à disposition des caméras de vidéosurveillance. Donc il y a une société qui est reliée directement à ces caméras et qui ensuite va travailler avec la police en cas de danger. Mais nous avons aussi pensé à la sécurité en cas d'incendie. Nous avons mis une borne d'extincteur automatique qui est déclenchée automatiquement par les vapeurs si elles remontent. Donc on a pensé à la sécurité des utilisateurs et des usagers de la route. Seul le temps nous dira si ces mesures sont efficaces. Pour l'heure, la direction de Total Mayotte s'est engagée à installer des distributeurs automatiques dans toutes les stations, en veillant bien sûr à préserver l'emploi des pompistes. Il y a Mwabel Mouadje qui nous souligne donc qu'il s'agit de Mamoudzou et non de Majicavo. Oh, on a l'habitude de dire Majicavo. Il y a en tout cas une partie qui est à Mamoudzou, ça c'est sûr. Je pense qu'on le saura bien assez tôt. Voilà. Ce matin, dans les locaux de la CCI, les membres de la Chambre d'agriculture, de pêche et d'aquaculture étaient réunis afin de préparer la session délibératoire, initialement prévue à 14h au Conseil général. Contre toute attente, le président Mousseline Payet a annulé la session sous prétexte que 4 des 23 parties prenantes étaient absentes du territoire en ce moment. Cette décision a attisé la colère de l'ensemble des membres présents. Jacques Lessouf et Leslie Vimenet étaient sur place.
En réunion ce matin dans les locaux de la CCI, les membres de la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ont convoqué la presse pour exprimer leur mécontentement face à la décision de leur président Mousseline Payet d'annuler par téléphone la session qui aurait dû fixer les membres sur le sort de la Chambre. Un sort qui est incertain depuis 2 ans et qui le reste aujourd'hui. Les élus, les 23 élus n'ont pas eu une lettre officielle en leur disant que la session est annulée. Nous, on se représentera aujourd'hui à 14h. On sera à 14h aujourd'hui à cette session et à partir de là, on prendra les décisions qu'il faut, on en discutera et on prendra les décisions qu'il faut. Et quitte à fermer aujourd'hui la Chambre et qu'elle ne fonctionne plus, parce que là aujourd'hui elle ne fonctionne plus, vaut mieux mettre des tringles et puis une fois pour toutes, et au moins que l'État puisse aujourd'hui prendre des décisions. Mais jusqu'à aujourd'hui, on traîne, ça fait 2 ans que la Chambre traîne. Il y a plein d'enjeux au niveau européen, au niveau national, et qu'aujourd'hui, ce mec nous amène toujours en bateau. Une situation qui excède tous les chefs d'entreprise et qui remet en cause encore une fois la légitimité de Mousseline Payet à la tête de la CAPAM. Le règlement intérieur de la Chambre interdit l'annulation d'une session de cette manière. Le président n'a donc pas respecté les règles. Il y a une règle, et cette règle doit s'appliquer. Alors c'est quoi la règle? La règle, c'est qu'il y a une réunion de bureau qui doit être animée par le président. Le président est sur le territoire. Le président est là, il doit être présent avec ses membres de bureau. Ensuite, il y a une session à 14h. Il est encore sur le territoire à 14h. Alors, quand il est sur le territoire à 14h, c'est simple. Il n'a pas à dire dans la journée, j'annule comme ça, d'un coup de main, sans venir auprès des gens qu'il a conviés, notamment moi par exemple, qu'il a convié à 14h pour siéger à cette session. Il n'a pas à dire d'un seul coup, par coup de téléphone ou par personne interpellée, non, je ne viens pas. Parce que la session, elle va avoir lieu. Alors, il devrait l'animer. On devrait compter le nombre de personnes qui soient présentes. Quorum, y a-t-il atteint? Quorum, y a-t-il pas atteint? Est-ce que la session est reconduite? Est-ce que la session quorum atteint se fait? Ce qui est sûr, c'est que les membres de la CAPAM sont aujourd'hui suffisamment remontés et espèrent vite mettre fin à cette situation qui continue de faire des dégâts. Affaire à suivre. Hier, au gymnase de Cavani, l'association Famille Rurale Bahati Njema de Mtsapéré, en collaboration avec l'association SUIHA, a organisé une journée d'action sportive. Objectif, sensibiliser la population à l'importance de l'activité physique dans le quotidien. Et les personnes d'honneur n'étaient autres que les grands-mères qui ont montré l'exemple à leurs enfants et petits-enfants. Preuve qu'il n'est jamais trop tard pour faire du sport. Shakil Essouf et Fred Suleiman. Dynamiques et motivées, les mamies de Mtsapéré, Kanikeli et Chirongi ont décidé de se bouger et ce malgré leurs difficultés à faire tous les exercices. L'importance, c'est de participer. Un événement intergénérationnel et interculturel qui a été un moment de rassemblement et de partage entre les participants. L'action est relayée par l'ARS, le réseau Rediabilang et le Conseil général qui ont même mis à disposition des bus pour le déplacement des familles de Kanikeli et Chirongi. Les organisateurs se félicitent de cette journée sportive qui s'est déroulée dans la bonne humeur. On a nos mamies, les cocos qui font du fitness tous les lundis avec SUIHA comme action sport. Donc on voulait sensibiliser mais aussi motiver toutes les autres associations du village communal mais de Mayotte aussi dans le cadre des échanges associatifs pour venir partager ce moment convivial ensemble. Le succès a été au rendez-vous car l'événement a rassemblé plus de 300 participants. À la fin des séances de fitness, des yop étaient distribués aux spectateurs. Cette action était l'occasion de rappeler aux Mahorais à quel point l'activité sportive est importante pour mener une vie saine et équilibrée. Voilà, on se quitte sur ces très belles images. Merci beaucoup Abed Mandé d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir accompagnés tout au long de cette édition. Déjà? Et oui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, journée mondiale de la gentillesse. Et puis n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à Brice et à Livia. Le dicton du jour à la Saint-Brice, le temps sera celui du jour de l'an. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. Dans quelques instants, la météo d'Orne et la Périne, suivi du journal en Morée et du temps de parole. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Kwaheri.